Bien bonsoir. Dans l'actualité, la marche du syndicat national des gardiens et convoyeurs de fonds dans les rues de Dakar. Leur traitement et conditions de travail ne cadrent pas à leurs yeux avec la sensibilité de leur activité. L'agence d'assistance à la sécurité de proximité dévoile les noms de ses 10 000 agents. L'opération de recrutement s'est déroulée dans une parfaite transparence selon le directeur général que vous entendrez dans cette édition. Dans l'actualité politique, l'éviction de maître Alioune Badara Cissé des instances de décision de l'APR, l'Alliance pour la République. Le secrétariat exécutif national du parti lui reproche son attitude, selon ses termes, en totale contradiction avec les orientations et la politique définie par le parti au pouvoir. Nous démarrons cette édition, bien entendu, avec cette manifestation des agents de sécurité et des convoyeurs. Ils sont censés assurer la sécurité de personnes, de biens, mais également de fonds. Paradoxalement, ils ne se sentent pas en sécurité ni au niveau physique ni au niveau social. Les gardiens convoyeurs de fonds sont descendus dans les rues de Dakar pour exprimer leur ras-le-bol. Alioune Diagne et Dissa Prera. L'injustice et à l'esclavage. Oui à la convention collective. Non à l'injustice et à l'esclavage. Ils ont battu le macadam de la place de l'Obélisque au rond-point de la RTS. Les agents de sécurité et convoyeurs de fonds étalent ainsi le ras-le-bol face à ce qu'ils qualifient d'esclavagisme. Donc il n'est pas normal que plus de 50 000 Sénégalais travaillent effectivement dans des conditions dignes du Moyen-Âge. Et même des temps esclavagistes. Ces conditions concrètement c'est quoi? C'est des salaires de misère de 25 000 francs parfois, c'est des travails sans contrat, c'est des licenciements abusifs, c'est-à-dire que dès que vous ne plaisez pas au patron, il vous licencie comme il veut. Et malheureusement la justice ne suit pas toujours, parce que les agents n'ont pas toujours les moyens de se défendre, n'ont pas toujours les moyens de suivre le dossier. Au-delà de toutes ces difficultés qui minent le secteur du gardiennage, le Synacofas marche également pour réclamer une convention collective, le droit de se syndiquer et le respect des décisions de justice face à leurs employeurs. Nous avions déjà fait une marche le 18 janvier pour insister sur la mise en place d'une convention collective. Parce que nous avons déposé une demande, enfin un avant-projet de convention collective il y a plus d'un an au niveau du ministère du Travail. Nous avons relancé au niveau du ministère du Travail il y a plus de 6 mois et nous n'avons pas encore eu de réponse. Cela nous a semblé être une sorte d'indifférence par rapport aux problèmes que les agents de sécurité sont en train de vivre. Donc il nous a semblé nécessaire de reconduire effectivement cette marche pour rappeler au gouvernement. Le combat se poursuit pour le Synacofas. Ainsi, le syndicat va marcher tous les 8 du mois. Il va aussi bloquer toutes les entreprises qui ne paieront pas leurs agents de sécurité au plus tard le 8. Mais aussi, ils vont s'en prendre à chaque entreprise qui va empêcher la liberté syndicale de ses membres. Les 10 000 agents de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité seront connus lundi prochain. Les listes seront disponibles au niveau de leurs préfectures respectives de dépôt. Le directeur général de l'ASP l'a indiqué ce matin, Maître Khalid Niang, qui souligne que le recrutement s'est effectué dans une parfaite transparence. Maître Niang, au micro de Nafissa Toussila. Le président de la République a lancé un grand programme sécurité-emploi pour recruter 10 000 jeunes hommes et femmes dans ce domaine. Comme vous le savez, l'agence a été créée le 5 août 2013. Vous conviendrez que quand on parle d'accélérer la cadence, mettre en place un concept, mettre en place l'opérationnalité, recruter et former, je pense qu'on ne pouvait pas mieux faire par rapport au rythme, par rapport à cette cadence. Aujourd'hui, nous en sommes au recrutement. Les résultats, encore une fois, c'est le 11 novembre. Je fais un appel à toute la jeunesse sénégalaise, toutes les personnes qui ont déposé des dossiers, de se présenter auprès de leur préfecture. Le début de la formation, c'est le 20 novembre. Le 20 novembre, la formation va durer 1 mois avec des personnes compétentes,
qui sont choisis par le commissaire Sadio qui est chargé de la formation. 2 commerçants du marché Sandaga interpellés avant d'être relâchés par les forces de police. Les commerçants ont tenté en effet de manifester ce matin dans les rues de Dakar. Ils exigent une indemnisation de l'État du Sénégal après l'incendie du 25 octobre dernier. Par ailleurs, ils réaffirment leur refus d'être recasés au champ des courses et disent leur préférence pour le camp Ladjor où ils ne sont pas les bienvenus. Nous y reviendrons avec Mardieng et Jafaraba et Fatima Ba qui étaient sur place. Éviction de Alioune Badara Cissé des instances de décision de l'APR, une décision du secrétariat exécutif national. Selon les cadres du parti, ABC ne serait plus en phase avec les orientations de la formation politique. Pas de surprise en revanche pour certains observateurs qui estiment que l'ancien numéro 2 du parti de Macky Sall était plutôt à l'étroit dans cette formation politique. Alioune Badara Cissé, coordonnateur de l'APR, déchargé de ses fonctions, rien de surprenant. Selon des observateurs, c'est la résultante de ses déclarations rebelles et la conséquence de sa liberté de ton. C'est l'aboutissement d'une lutte fratricide entre lui et le président de la République. Une crise sur laquelle d'ailleurs on ne sait pas beaucoup de choses parce que d'une certaine façon le mystère a été totalement présent, notamment du côté du président de la République. Il s'est rarement expliqué sur ce différend qu'il aurait opposé à Maître Cissé, et de la part de Maître Cissé aussi. Là où il demande au président de la République d'intercéder en faveur des prisonniers qui étaient arrêtés dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Ce n'est pas une position partagée par l'APR. Donc ces sorties-là, vraiment, pouvaient donner l'idée selon laquelle vraiment il était en rébellion contre le président de la République et contre, disons, certains responsables de l'APR. En plus de la lutte fratricide, l'ex-numéro 2 de l'APR avait, selon les observateurs, à un certain moment, l'appétit aiguisé. C'est quelqu'un qui se voyait dans une sorte de posture du grand vizir. Je pense qu'à mon avis, il voulait jouer à peu près le rôle que Claude Guéant a plus ou moins joué avec Nicolas Sarkozy. Je pense qu'il a eu les yeux un peu trop gros, il a eu des ambitions un peu trop démesurées. Et je pense que l'un des premiers actes que le président de la République a posé par rapport à Alioune Badara Cissé, c'était de le mettre au poste de ministre des Affaires étrangères. C'était une façon déjà de l'éloigner du cercle politique intérieur. Il avait des ambitions de prendre le parti, d'être le responsable. Donc, à l'intérieur du parti, il a des partisans, des gens qui sont derrière lui, qui ne jurent que de lui. Et évidemment, s'il reste dans le parti, ça va être une dualité qui ne favorisera pas vraiment en aucun cas le parti. Prendre le courage à 2 mains et quitter la formation politique de Macky Sall est la seule alternative pour ABC pour ne pas signer sa mort politique. Ce ne serait pas logique que Maître Alioune Badara Cissé aille se fondre dans un parti, même si c'est son ancien parti, le PDS, ou chez Idriss Seck ou chez un autre. Aujourd'hui, soit lui-même prend ses responsabilités parce que simplement le parti a décidé de le décharger en disant bon, puisque le parti m'a déchargé, je m'en vais. Ou bien il décide de rester à l'intérieur, n'est-ce pas, du parti. Ce qui va se passer, c'est que bon, il aura un groupuscule qui sera derrière lui, mais n'oubliez pas que nous sommes en Afrique. Celui qui a le pouvoir, il a les hommes. La guerre déjà déclarée entre les protagonistes, les déballages risquent d'être inévitables. Le divorce est déjà consommé. Et dès l'instant où le divorce est consommé, ABC et le président de la République deviennent des adversaires. Ok? Et vous savez, en politique, l'adversaire, c'est la personne à abattre. Ah, voilà, donc c'est la preuve qu'on va sortir pour dire que bon, voilà, il a fait ceci ou il a fait cela. Donc, pour moi, je n'exclus pas que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, que, disons, le camp de ABC sorte des choses contre le président ou contre, n'est-ce pas, son entourage. De la même façon aussi, les gens du président, de son entourage, sortent aussi des choses contre la paix. Le poste de numéro 2 dans les formations politiques n'est-il pas maudit, et particulièrement dans les formations d'obédience libérale? En interrogeant l'histoire entre Faragna et Abdoulaye Wade, ces derniers et Boubacar Sall, Serigne Diop, Idriss Seck et Macky Sall, le choc des ambitions a toujours prévalu. Aujourd'hui, entre Macky Sall et Alioune Badara Cissé, la lutte fratricide ne vient que commencer.
Le Sud-Est et la CSA rendent hommage à Iba Ndiaye Diadji. Les syndicats d'enseignants tiennent un colloque international à l'occasion du 10e anniversaire de sa disparition. Le défunt leader syndical, un modèle d'engagement pour la jeunesse sénégalaise. À leurs yeux, Chérif Dia. Le colloque international sur la vie et l'œuvre de Iba Ndiaye Diadji démarre à partir de lundi et pendant 2 jours, le Sud-Est et la CSA vont rendre hommage à cet homme qui a marqué l'histoire du mouvement syndical, de l'éducation mais aussi de l'art. Iba, l'œuvre de Iba on doit continuer à la perpétuer, à la faire connaître à tout le monde et à tout moment, en tout temps. Voilà la raison fondamentale qui explique l'organisation de ce colloque. Iba a été un militant syndicaliste bien connu des Sénégalais, qu'il a marqué profondément par la lucidité avec laquelle il conduisait les luttes revendicatives. Iba a été un intellectuel au vrai sens du mot, parce qu'il n'a jamais cessé d'avoir un regard critique sur la société et de l'exprimer publiquement. S'il y a une partie de l'héritage de Iba Ndiaye Diadji dont il faut se souvenir pour méditer cet héritage, c'est Iba Ndiaye, le pédagogue. Qui dit pédagogie dit l'art de transmettre le savoir, mais également l'art d'évaluer les connaissances. L'apport de feu Iba Ndiaye Diadji dans l'essor de l'art plastique et de la critique d'art est incontestable. C'est pourquoi les artistes plasticiens vont également se mobiliser pour lui rendre hommage à travers une série d'expositions. Que cette occasion, c'est simplement de raviver la flamme que portait Iba Ndiaye en termes de critique. On parle d'esthétique africaine, d'art africain. C'est pour cela qu'il avait sorti le livre intitulé L'impossible art africain. Parce que non seulement il défendait cette cause, mais il y croyait fondamentalement et forcément. Et aujourd'hui, je me réjouis de cette exposition, parce que nous avons une trentaine d'artistes, d'éminents artistes connus sur le plan international et partout, qui ont décidé spontanément de participer et généreusement en prêtant les œuvres pour l'exposition à la bibliothèque universitaire. Militant, pédagogue, critique d'art et romancier, l'ancien secrétaire général du Sud-Est a forcé le respect et l'admiration de ses contemporains. Son héritage est immense, en atteste ce roman intitulé Mouchoir de femme qui sera publié à titre posthume à l'occasion de ce colloque international. Iba Ndiaye Diadji qui a théorisé le degré zéro de la contestation au début de l'année scolaire. Le président du comité scientifique de ce colloque international qui s'en souvient déplore par ailleurs le niveau faible selon lui des enseignants de l'heure. Écoutez-le. Le paysage syndical sénégalais s'est beaucoup détérioré. Et aussi c'est la faute de l'ancien régime qui a créé de toutes pièces ou encouragé à tout le moins la création de syndicats pour barrer la route aux véritables syndicats qui, dans leur pratique de lutte pour la défense des travailleurs qui sont dans le syndicat, n'en ont jamais occulté la dimension de la qualité de l'enseignement. Évidemment, la lutte syndicale a des impératifs. Iba a été quelqu'un qui a toujours dit, et nous l'avons appliqué, puisque c'était sorti de nos instances, il ne faut jamais mettre en danger l'école par des grèves intempestives. Iba a été le premier à théoriser le degré zéro de contestation au début de l'année scolaire et universitaire. Jusqu'à preuve du contraire, le médium d'enseignement est le français. Il suffit d'entendre certains enseignants parler pour se poser la question de savoir comment les apprenants feront-ils pour être outillés dans l'expression orale, sans parler de l'expression écrite. Youssou Ndour était à Touba la veille du Magal. Aujourd'hui, de Serigne Abdou Khadre Mbacké, le ministre conseiller a rencontré Serigne Bass Abdou Khadre. Il a réitéré son engagement à l'occasion, engagement à s'investir dans tous les lieux symboliques de la cité religieuse, notamment au niveau de la sonorisation. Nous verrons le sujet là-dessus de Abdoulaye Fam avant la fin de cette édition. Voici les sports. Abdoulaye Der, bonsoir. Bonsoir Khalifa Diakhaté.
Sénégal-Côte d'Ivoire du 16 novembre prochain à Casablanca avec la liste des 23 joueurs livrés par Giresse, une liste qui suscite des interrogations. Par exemple, l'absence de Pape Modou Sougou, un observateur averti, Salif Diallo. Je suis surpris, je suis surpris de la liste. Moi, je pensais plutôt que l'équipe n'était pas mauvaise, mais elle a manqué d'engagement, d'ambition et d'orgueil. Donc, je pensais qu'il allait conserver le même groupe. Bon, il a parlé de Baldé, je ne savais pas que Baldé était blessé. Bon, il était blessé. Mais je ne pensais pas. Sougou, par exemple, quand il ne marchait pas, quand il ne jouait pas, on l'appelait. Maintenant, qu'il marche, on ne l'appelle pas. Donc, il y a des contradictions. Kouli Diop, je ne m'attendais pas qu'il vienne. C'est vrai que, bon, techniquement, peut-être son profil, il n'y a pas ce même profil-là, peut-être. Mais bon, j'ai été surpris. Sincèrement, j'ai été surpris. Et puis, bon, par exemple, Gassama, il a dit que pour le préserver, Gassama a fait un mauvais match, il le préserve, il ne veut pas l'amener. Mais si tu prends Djamé, ça fait 3 matchs qu'il ne marche pas. Bon, la même théorie peut être faite sur Djamé. Par exemple, bon, certainement, il va l'amener, il ne va pas jouer, certainement. Mais donc, il y a un petit peu de choses que je ne comprends pas, de contradictions. Mais est-ce que le Sénégal, cette équipe du Sénégal a les moyens de pouvoir se remettre en question? C'est ça la grosse question. J'ai vu seulement, depuis que je reste là, une seule fois cette équipe se rebuffait, c'était contre le Libéria. Le Libéria, c'est une petite équipe, tu ne peux pas comparer le Libéria à la Côte d'Ivoire. Maintenant, il y a de grosses questions. On n'a pas beaucoup de chances de se qualifier. On espère, c'est ça l'exploit. On espère. Hier, on a vu PSG Anderlecht. Anderlecht avait fait une rousse chez lui. Après, bon, ils sont venus faire 1-1. Mais ça va être compliqué, ça va être extrêmement compliqué. Pas beaucoup de chances de se qualifier selon Salif Diallo, avis partagé par Bernard Lama, champion du monde 98. L'international français ne croit donc pas beaucoup aux chances de qualification du Sénégal pour le mondial 2014 au Brésil. Bernard Lama pense que le Sénégal est en reconstruction. Côte d'Ivoire, si on regarde ce qui s'est passé les dernières années, le Sénégal n'a pas beaucoup de chance, en jouant plus à l'extérieur et tout ça. Donc il faut créer l'exploit. Il faut que le Sénégal crée un véritable exploit. Je pense qu'ils en ont les moyens. Après, je ne suis pas dans le groupe, je ne suis pas à l'intérieur du groupe, donc je ne peux pas dire réellement comment les choses se passent. Le Sénégal, je pense, a besoin de comment dirais-je, de se refaire son histoire. On a besoin de mettre 2002 derrière nous. Il faut passer à autre chose, il faut pouvoir passer à autre chose. C'est pas toujours facile. Et des fois, ça demande 1-2 générations avant que ça n'arrive réellement, quoi. Bernard Lama, un des initiateurs de l'Institut Djambar, c'était donc en marge des festivités des 10 ans de l'Institut. Alors pour ce match décisif Sénégal-Côte d'Ivoire, manche retour, Sabri Lamouchi a convoqué 25 joueurs. Il y a 4 nouveaux par rapport à la manche aller. Diomandé Ismaël de Saint-Etienne et Abdul Razak de Anji Machaskala de Russie, entre autres, pour pallier les absences au milieu du terrain de Cherchoté et Serge Didier, suspendus pour cumul de cartons. Et puis Didier Yakonan, lui, est blessé. Football en Europe avec la suite et fin de la 4e journée de la Champions League. Marseille enregistre une 4e défaite consécutive alors qu'Arsenal a créé la surprise à Dortmund. Qualification de Barcelone et de l'Atlético de Madrid de Cheikh Tidiane Dione. La surprise est venue de Dortmund. Arsenal est allé battre Borussia 1-0 grâce à Aaron Ramsey. Les Gunners prennent ainsi la tête du groupe F devant Naples, vainqueur de l'Olympique de Marseille 3-2 avec un doublé d'Higuaín. L'OM éliminé de toutes les coupes d'Europe de cette année. Dans le groupe E, Chelsea s'est imposé 3-0 devant Schalke 04 avec des réalisations de Samuel Eto'o, auteur d'un doublé, et de l'international sénégalais Dembaba. Le Barcelone est assuré de jouer les 8e de finale pour la 10e fois d'affilée en s'imposant 3-1 contre l'AS Milan grâce notamment à un doublé de Lionel Messi. L'Atlético Madrid s'est aussi qualifié pour les 8e de finale après sa victoire sur Austria de Vienne 4-0. Barça, Atlético Madrid rejoignent Bayern Munich, Manchester City pour le second tour. Ainsi, la 5e journée est prévue les 26-27 novembre prochains. En ce moment même, la 4e journée de l'Europa League, c'est l'ancienne coupe de l'UEFA, Khalifa Diakhaté, avec des joueurs sénégalais engagés avec leur club. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.
Merci Pape Abdoulaye Der. Dans un instant, Sidi Ba, secrétaire général du cadre de concertation des producteurs d'arachide. Je rappelle l'actualité qui concerne justement l'arachide de ce jour. L'actualité, c'est cette réunion du comité national interprofessionnel de l'arachide qui a fixé le prix de la graine pour la prochaine campagne. Le kilogramme passe ainsi de 190 à 200 francs CFA. Nous verrons tout cela dans un instant avec Sidi Ba. Monsieur Ba, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, la nouvelle est plutôt bonne et bien accueillie. Et elle a été bien accueillie par les producteurs, n'est-ce pas? Et effectivement, je dis qu'elle est bonne parce que depuis bientôt plus de 10 ans, tout notre plaidoyer était porté sur l'achat du prix aux producteurs indexé à nos coûts de production. Ouais. Nous avions commandité une étude avec l'appui du CECI qui avait montré que les producteurs mettaient chaque année dans le marché, à chaque fois qu'ils vendaient 1 kg d'arachide, ce kilogramme leur avait coûté 192 francs Bourchon. Aujourd'hui, s'ils mettent une marge de 8 francs, je peux dire que nos coûts de production sont quand même plus ou moins couverts. Donc le prix, il est bon par rapport aux années passées. Mais si on le compare à l'année passée, l'année d'avant, bon, il était fixé à 190, mais les prix ont flambé jusqu'à 225, jusqu'à 250. Et je dis que quand même, le prix, quand même, nous le jugeons bon et raisonnable. Très bien. Alors, il y a de l'espoir également avec l'opération Tektegui qui va écarter du coup les bons impayés. Alors, aujourd'hui, à votre avis, quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour encadrer sa réussite? Les dispositions qu'il faut prendre, c'est que ceux qui sont dans le circuit et qui sont dans la filière doivent trouver assez d'argent. Assez d'argent pour acheter les graines des producteurs. Parce que la production de cette année, quand même, elle va être plus ou moins intéressante. Elle va atteindre peut-être le niveau qu'elle était de l'année dernière, ou bien léger mieux. Et je dis que je souhaite que les huiliers qui sont là aillent chercher de l'argent pour l'acheter. Ou bien que les Sénégalais qui sont là, qui sont très actifs dans la filière, trouvent l'argent pour l'acheter. Mais qu'ils sachent aussi que nous ne sommes plus à l'époque où il faut où il faut prendre sa production, se presser pour la brader à des intermédiaires ou bien à des opérateurs qui ne nous rendaient pas la vie facile. Et là, je pense aussi que l'État doit prendre les mesures qu'il faut pour exiger des intermédiaires ou bien ceux qui sont dans la filière de trouver l'argent et ne pas livrer des bouts de papier aux paysans. Voilà, justement, à ce niveau-là, est-ce que les opérateurs pourront du coup faire face avec cette dette de près de 3 milliards que traîne l'État? Bon, dette de 3 milliards, peut-être l'État fera des efforts pour qu'ils rentrent dans le fonds, là, ce que je leur souhaite, et que l'État leur fasse des facilités au niveau de la CNSAS ou bien au niveau des banques de la place pour qu'ils puissent avoir de l'argent et acheter toutes les productions qu'ils ont entre leurs mains, et que l'État aussi accompagne les organisations de producteurs qui sont actifs dans la filière en leur facilitant, en leur accordant des lettres de garantie au niveau des banques pour acheter des graines et les graines des membres de leur réseau pour pouvoir les transformer au niveau des unités de transformation qu'ils ont au niveau communautaire. Je peux prendre comme l'exemple comme notre organisation qui a des unités de transformation gérées par des femmes et le CCPA les accompagne pour l'obtention du crédit, le CCPA les accompagne pour qu'elles puissent ajouter une valeur à leur achat et mettre au profit des Sénégalais une huile de qualité consommée par les Sénégalais et vendue au Sénégal avec des tourteaux vendus à des éleveurs du Sénégal. Le cas de Taïba Niassène est là, c'est un cas patent qui est un exemple concret de solution endogène à certains problèmes qui s'opposent aux producteurs et aux organisations de producteurs qui sont dans la filière. Très bien, il y a l'absence de subvention de l'État des semences. Est-ce que cela peut impacter? Bon, l'État a subventionné. Peut-être le niveau de subvention n'a pas atteint les années passées
le niveau qu'il était. Et ils avaient l'habitude d'acheter les semences à 100 francs, l'État prenait le reste. Mais je dis que, quoi qu'on dise, il y a eu quand même une subvention. La subvention était faible. Là aussi, nous avions à le dénoncer. Nous avons montré que le niveau de subvention étant très faible, les producteurs risquent de ne pas acheter les graines qui sont mises au niveau des points de collecte. Là, on a eu à dénoncer cet état de fait et on pense que le secteur du monde rural, c'est le secteur le plus névralgique. Les exploitations familiales n'ont pas assez de moyens et que l'État doit débloquer beaucoup d'efforts pour pouvoir les soutenir en subventionnant fortement tous les intrants, que ce soit l'engrais, que ce soit les semences, que ce soit le matériel agricole. Alors, au moment de la baisse de la subvention, justement, le ministre de l'Agriculture justifiait cette décision par la volonté d'écarter des intermédiaires. Mais jusqu'à présent, je dis que malgré tout, les intermédiaires sont toujours là-dedans. Peut-être la volonté est là, mais présentement, ils ont pignon sur eux, ils ont les moyens qu'il faut pour ne pas être, pour ne pas être incontournables. Et là, je dis que à toutes fins utiles, bon, je pense qu'ils ont encore de la place dans la filière. Mais nous devons déployer de gros efforts pour soutenir fortement les organisations de producteurs qui sont membres de notre plateforme qui est le CNCR, pour pouvoir les renforcer davantage en moyens, les doter davantage en moyens, parce que nous fournissons beaucoup d'efforts. Si je prends exemple sur dans le cadre de la reconstruction du capital semencier, nous y sommes depuis 2005, quand il y a eu le clash au niveau de la filière. Et là, l'État nous a fourni, nous a appuyé en nous octroyant plus de 500 tonnes de semences, de semences certifiées qu'on a eu à distribuer dans nos réseaux. Ils ont fait aussi des efforts pour nous doter ces semences certifiées-là en intrants, pour booster la production et atteindre, et participer à la reconstruction du capital semencier. Là, je ne saurais terminer pour un appel du pied que je lance à l'État pour qu'il fasse tous les efforts nécessaires pour qu'on puisse acheter ces semences-là et les remettre aux paysans. Très bien. Alors, y a-t-il des innovations pour la campagne prochaine dans le sillage justement de cette de reconstitution du capital? Les innovations, effectivement, c'est ça, parce que ce capital semencier-là, aujourd'hui, il est reconstitué par les organisations de producteurs et les réseaux des coopératives agricoles qui sont sous l'égide de l'ASPRODEB et des organisations telles que le CCPA. C'est les producteurs organisés à la base qui sont bien, avec une organisation bien huilée et qui est des professionnels des semences aujourd'hui. On est en train de mettre sur pied et d'initier des spécialistes en production de semences, et toutes les graines qu'ils mettront dans le marché, toutes les graines qu'ils mettront à la disposition vont être des graines de qualité. Mais c'est très cloisonné, parce que les graines, il y a juste les membres de ces... Non, c'est pas cloisonné, il faut reconnaître qu'on ne couvre pas tout le pays. Nous sommes au niveau de 5 régions naturelles et c'est pas tous les produits aussi qui sont organisés dans notre réseau. De là, inciter les gens à mieux s'organiser en réseau, à mieux s'organiser en coopérative agricole. Émanant de la base différente des anciens types de coopératives qu'on a eu à connaître, qui ont eu à connaître beaucoup de détournements, beaucoup de malversations. Je pense qu'avec la nouvelle donne qui oblige le devoir de rendre compte, le devoir de transparence, je pense que des organisations telles que le CCPA, telles que certaines fédérations membres du CNCR, là je pense que le pari est prêt à être levé. Ils se plaignent également très souvent de la distribution des quotas. Souvent ils disent que très souvent ce sont les gros producteurs qui sont privilégiés. Bon, les gros producteurs étaient privilégiés et tous les régimes qui sont passés par là ont eu des quotas qu'ils affectaient aux gros producteurs. Et cela peut continuer parce que dans la mesure où ces gros producteurs aussi ont leur place au niveau de la filière. Mais je pense que aussi les petites exploitations familiales, les petites qui ont des petits revenus, qui ont une charrette, un cheval ou bien à traction asile, là aussi je pense que les gens pensent à eux, ils doivent les renforcer davantage pour pouvoir mieux produire, parce que c'est elles qui nourrissent pour l'essentiel la population. Vous êtes également le président focal, le point focal de la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain. Les conclusions du colloque ont été présentées. Quelles sont les décisions principales que vous pouvez nous livrer? J'en profite pour remercier tous mes amis africains qui ont eu à répondre à notre invitation. Il faut dire que l'Aquapagène est un réseau d'organisation de la société sous-régionale composé de 8 pays de l'espace UMOA plus
la Guinée, et on a eu nos amis du Canada, nos amis de la Suisse à travers SUSAID et Interpares et DDS de l'Inde sont venus nous honorer pour répondre présent à ce forum. Ce forum faisait l'objet d'une restitution d'une étude d'impact sur les acquisitions massives des terres à grande échelle, qu'on appelle communément accaparement des terres. Et qu'on a eu à conduire une étude sur ce phénomène-là en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, au Mali, en Guinée-Bissau et en Guinée. Et ce sont ces résultats-là qu'on partageait ensemble pour voir comment y faire face, pour voir comment, en tant qu'organisation de la société civile active dans le secteur, pour dire non ou stop à l'accaparement des terres. Heureusement, au Sénégal, nous avons un groupe de veille qu'on appelle le CRAFS, qui fait de gros efforts et qui nous fait... sommes rattrapés par le temps. Par le temps, mais j'aimerais aussi vraiment développer sur ça et j'en profite pour dire... Ce sera certainement dans un autre cadre. Dire bonne arrivée et bon retour à mes amis de la Copagène, qui nous viennent de la Côte d'Ivoire, qui nous viennent du Niger, qui nous viennent du Mali, qui nous viennent du Canada et de l'Inde. Et que le Sénégal est vraiment très heureux, très honoré de les accueillir. Merci Zéliba. Merci à vous aussi de m'inviter dans votre studio. Merci. Je vous demanderai également de commenter très rapidement le départ de Macoumba Diouf de la tête de l'ISRA, qui vient d'être remplacé par Alioune Fall, ingénieur agronome. Du coup, Macoumba Diouf devient directeur de l'horticulture. Ah, Macoumba, quoi qu'on dise, c'était un garçon très sympathique. Hein. Et il a abattu un grand travail au niveau de l'ISRA. Et que nous sommes originaires de la même zone, de Kaolack. Il est originaire de Kaolack comme moi. Et je lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions. Mais je sais que quand même qu'il nous a beaucoup accompagnés, il a beaucoup soutenu les organisations producteurs. Et je souhaite que son remplaçant s'inscrive dans son siège. Merci beaucoup Zéliba. Merci à vous également, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Retrouvez Mamoudou Ibra Kane ce vendredi. Bonsoir. Merci à vous.